Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Roland Perret, que vous connaissez tous. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer que vendredi 19 septembre 2025, donc ce vendredi-là, j'organise un cours sur la chute de la Tartaria. Donc, c'est un cours vraiment très, très, très détaillé où je parle de l'influence du prédateur dans la chute de la Tartaria, où je parle aussi de la reprogrammation du temps et de la réalité dans la chute de la Tartaria, et où l'on montre aussi comment ce qui s'est passé à l'époque de la Tartaria, c'est complètement connecté à ce qui se passe maintenant. Et on reprendra divers éléments de l'histoire et on les reverra à la lumière de la Tartaria. Donc si vous souhaitez vous y inscrire, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien que je mettrai juste en dessous de ce podcast. Et c'est un cours en ligne et en direct le vendredi 19 septembre de 19 heures à 23 heures. Donc ça sera vraiment l'occasion pour vous de poser vos questions, d'interagir, d'échanger, parce que c'est le but de ces cours. Donc le lendemain, le samedi 20 septembre 2025 de 18 heures à 22 heures, j'organise un webinaire sur la fausse lumière dans l'au-delà, sur la manipulation lors d'NDE, la manipulation des médiums et la manipulation de l'entre-deux-vie. Donc là, je parlerai des leurres du karma, des cités astrales, je parlerai aussi des enfers synthétiques, des paradis synthétiques, des maîtres du karma, comment tout cela est une grande mise en scène de la fausse lumière. Donc ça, c'est extrêmement important et je donnerai des pistes justement pour déprogrammer les systèmes de croyances par lesquels les entités sans âme nous manipulent. Donc ce webinaire aura lieu en direct le samedi 20 septembre 2025 de 18 heures à 22 heures. Donc je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast. Sachez également que notre livre, La matrice archontique et le piège temporel, est disponible sur le site librairiedubonheur.com et c'est un livre qui est plus que jamais d'actualité et qui va extrêmement loin pour étudier la nature de cette réalité, notamment les glissements de temps et le phénomène des pensées intrusives. Après le dimanche 21 septembre 2025, j'organise une visite guidée conférence à Paris, donc de 13 heures à 18 heures, sur le thème du contrôle mental et du lien entre contrôle mental, entité sans âme, abduction et magie noire. Donc, ça va être une visite guidée conférence inédite et le point de rendez-vous, c'est devant le musée de l'illusion au 98 rue Saint-Denis, Paris, premier arrondissement, le dimanche 21 septembre 2025 à 13 heures. Donc le métro pour y accéder, c'est le métro Châtelet, ligne 1 et ligne 4, ou le métro Réaumur-Sébastopol, ligne 4. Donc vraiment venez nombreux parce que c'est une conférence qui est inédite et non seulement on parlera de ce thème, mais on regardera aussi les symboles, les ondes de forme. Il y a énormément de choses à dire à propos de ce quartier. Donc ça va être un moment très sympathique, convivial, et ça se terminera autour d'un verre. Donc je mettrai le lien avec le programme détaillé de la conférence, également juste en dessous de ce podcast. Et maintenant, donc place à notre invité, Roland Perret. Donc, avant de commencer, Roland, je voulais te demander comment tu vas, parce que tu as eu une grande attaque de magie noire dont on a parlé. Comment tu te sens maintenant? Bonjour Paul, bonjour à tous. Je me sens à merveille. Je me sens très bien. Voilà, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Bon, il y a des suites un peu au niveau physique, un suivi, il y a des choses à, voilà.
à voir encore, mais j'ai tout à fait retrouvé toute on va dire, ma force, ma présence d'esprit, tout va bien. Bien, c'est sûr qu'on peut se dire comment est-ce que c'est possible lorsqu'on travaille de manière aussi approfondie, hein, telle qu'on sait que je le fais au niveau de la pratique solaire avec certaines capacités énergétiques. Comment c'est possible, hein, de pouvoir subir ça? Lorsqu'il s'agit de magie noire comment dire, à très haut niveau, on parle de, ouais, on en a parlé, hein, des, des sacrifices d'animaux de grande taille, plusieurs personnes en relation, eh bien, ça peut avoir une très grande puissance et c'est pas évident d'en réchapper. Ben voilà, c'est là qu'on peut voir aussi l'importance d'un travail intérieur pragmatique qui permet de passer à travers ce genre d'attentat, hein, finalement. Donc Et- voilà, tout va oui, bien. donc tu es la Et preuve vivante oui, qu'on peut s'en sortir. C'est ça qui est hyper important parce que c'est un problème qui concerne beaucoup de gens et tu es la preuve vivante qu'on peut s'en sortir. Donc c'est vraiment ouais. super, voilà, que tu sois là en train de nous parler et tout. Ça montre, que ça montre la puissance de l'esprit humain par rapport à tout ça. Oui, je te remercie. Bon, il faut savoir quand même que beaucoup de manœuvres de magie noire ne réussissent pas. C'est pas une science exacte, hein, mais lorsqu'elle est pratiquée avec des gens qui connaissent leur taf, hein, qui connaissent leur manière de faire, voilà, et qui se mettent en groupe et qui mettent vraiment les moyens, oui, ça devient difficile, mais comme tu le dis, la force de conscience, un travail intérieur, un travail énergétique aussi, quoi, hein, eh bien, il permet, voilà, d'échapper à ça. Et même, je dirais plus, ce qui est intéressant, c'est d'en sortir plus fort. En sortir plus fort parce que j'ai, je pense, remarqué qu'il y a même des capacités, les propres capacités lumineuses et positives sont, sont accrues. Il y a un plus. Ça, c'est intéressant aussi, quoi. Bon, Ouais. c'est très très bien et c'est une Mm. super bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, Roland, tu voulais nous faire part des découvertes que tu as faites à propos du plasma. Alors pour ceux qui ne savent pas, le plasma, c'est le constituant, un des constituants essentiels de cette matrice. C'est une matrice plasmatique. Et en fait, des physiciens britanniques et australiens notamment, qui ont travaillé sur la théorie de l'univers électrique, qui est plus qu'une théorie, ont montré que notre réalité, c'est un plasma, c'est un plasma géant, et qu'en fait, les étoiles, les planètes, elles sont ce qu'on peut appeler des plasmas géants. Même la matière noire serait connectée à du plasma. Même le travail de Robert Temple, donc un scientifique britannique, ça rejoint ce que disaient les penseurs arabo-musulmans, qu'il y a des entités à base de plasma qui nous contrôlent, qui nous manipulent. Par exemple, les penseurs arabo-musulmans parlaient des djinns comme du feu sans fumée. Et ça décrit le plasma. Donc le plasma, qui est le quatrième état de la matière. Ça se rapproche du gaz, mais ce n'est pas un gaz. Et très officiellement, quand un plasma est mis en contact d'une onde électromagnétique, il va prendre un caractère intelligent. Il faut savoir aussi que l'armée américaine travaille sur des imprimantes en 3D à base de plasma. Les ordinateurs quantiques qui reprogramment la réalité sont à base de plasma. Donc le plasma, c'est quelque chose d'hyper important pour comprendre la matrice. Et j'ai cru comprendre, Roland, que tu avais reçu des nouvelles informations de par ton travail, de par peut-être tes invités sur le plasma. Donc, est-ce que tu peux nous les partager?
Oui, en fait, c'est lorsque je t'ai entendu parler de cette réalité plasmatique, d'une espèce de double aussi, cette double création, cette fausse création, c'est ça, cette idée que tu développes. Donc, tu as des personnes qui témoignent de certains éléments. Bon, ça m'a beaucoup intéressé et interpellé. Et je suis allé voir un petit peu ce que c'était que le plasma. Oui, effectivement, le quatrième état de la matière, comme un feu, effectivement. Si on chauffe de l'eau, ça va donner de la vapeur, mais si on la chauffe à très haute température, en fait, on obtient une espèce de gaz, de feu, qui est le plasma. Et ce plasma, il est de partout, dans tous les mondes. Les vents solaires, par exemple, sont plasmatiques, quoi. Et là, on parle aussi d'éléments donc physiques dans le plasma, je crois peut-être de cristaux qui pourraient aussi le composer. Ou, en tout cas, peu importe, il y a des éléments, et comme tu l'as dit, qui peuvent être, le plasma peut être informé. On peut lui donner des informations. Ma petite étude du plasma, ce qui m'a amené effectivement avec une discussion dans un commentaire sous une des vidéos, on pourrait considérer aussi le plasma comme quelque chose de neutre qui peut être informé de manière ou positive ou négative. Alors, pour pouvoir parler de ça, on peut rappeler le côté, on sait maintenant, grâce aux sciences quantiques, qu'on peut informer l'eau. Emoto, Jack Benveniste, le professeur Marc-Henri, pour ceux qui le connaissent aussi. Et, et puis il y a le GANS, je ne sais pas si tu connais ça, non, ça te dit quelque chose? Non. C'est une eau informée. Et cette eau informée, il y a aussi les travaux de Kesh, un Israélien. Et donc il y a tout un travail qui se fait très 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 intéressant sur la mémoire de l'eau. On sait que l'homéopathie est basée aussi sur ce principe. Donc si on bascule du côté des sciences quantiques, on peut accepter tout à fait l'idée que l'eau puisse être informée. D'ailleurs, on en a les preuves avec le fonctionnement de l'homéopathie, alors qu'il n'y a plus de traces. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette notion d'information. On informe un liquide, on informe l'eau. L'eau n'est ni positive ni négative. Elle n'a pas de ce type de qualité. Mais, par exemple, Emoto l'a bien montré, si tu mets une émission positive, bienveillante, voire d'amour, et que tu la projettes, ou à côté de l'eau, si tu l'exprimes, ou si tu, même le fait de le marquer, n'est-ce pas, il y a une forme de, si tu émets cette intention ou cette vibration, l'eau va être informée. Et Oui, de la même manière, cette eau, elle est neutre. Et je me suis dit, le plasma est certainement neutre aussi. Mais s'il est bien informé par des entités avec leurs propres objectifs, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le programmer d'une autre manière? Et puis, je me suis rappelé de quelque chose que je vis tous les jours, dont je parle tous les jours dans la pratique solaire, mais ça existe dans beaucoup d'autres pratiques, c'est le prana. Le prana. Je pense que tout le monde a entendu parler du prana. Déjà dans l'Inde védique, l'Inde ancienne, le prana, on parle d'un feu, d'ailleurs aussi, on parle d'une énergie qui constituait dans toute chose, qui est autant dans le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, le monde, tout est constitué de cette énergie de vie fondamentale qui est le prana. Alors, est-ce que le prana et le plasma, est-ce que les anciens parlaient de la même chose? Il y a cette notion de feu. J'ai l'intuition, mais je n'en suis pas sûr, et puis je n'ai pas d'éléments pour l'instant, que le prana serait peut-être quelque chose de plus subtil et le plasma est une matière peut-être plus dense en rapport justement plus avec la matière. Il y a peut-être comme des gradations dans cette oui, énergie le plasma peut être subtile. le prana peut être un état du plasma, un petit peu comme l'eau peut être à l'état liquide, solide et gazeux, tout simplement. C'est Voilà, une c'est possibilité. ça. Alors, la réflexion est la suivante.
il y a le GANS, par exemple, que ça fonctionne ou pas. Comment on écrit le GANS déjà? GANS. Il y a le GANS, l'Ormuz, il y a encore d'autres appellations. Il y a les travaux de Kesh, Keshe, je crois, il y a beaucoup de gens dans le monde qui s'intéressent à ces travaux et ça tourne autour de l'eau et l'information de l'eau au niveau notamment des nanoparticules. Tu es en train de regarder, tu es en train de Oui, chercher. je suis en train de regarder. Donc, tu as des gens qui te vendent du GANS, voilà, qui l'informent. Et ce qui est intéressant, c'est comment va s'informer l'eau, par exemple. Parce que si on comprend comment elle s'informe, on peut peut-être comprendre comment le plasma et peut-être comment le prana s'informe. On sait que c'est tout simplement, c'est l'intention. Et ça, c'est extraordinaire. Les anciens, et on le voit dans tous les yogas, on utilise notamment les pranayamas. Les pranayamas, je me rappelle, c'est les sciences du souffle. Et le principe est le suivant. C'est-à-dire que s'il y a de cette énergie, si l'eau, on peut la programmer, ben l'air est aussi programmable, ou plutôt des éléments plus subtils dans l'air. Alors, est-ce qu'on parle de nanotechnologie? En tout cas, c'est des éléments très subtils dans l'air qui ne sont pas directement perceptibles, quoique certains prétendent le voir, et voilà, c'est une autre question. Et on dit clairement qu'il faut que la respiration soit consciente. Tu auras ça dans tous les yogas et dans la plupart des disciplines de ce type. Tu respires. Si tu respires, ce qu'ils disent, c'est que si tu respires de manière mécanique, automatiquement, il n'y a pas de prana. Mais si tu respires consciemment, tu es en phase avec le prana. Et alors, si tu le respires en l'intentionnant, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en le programmant, eh bien, ce prana va être informé. Et tu l'ingères, tu le fais tien en quelque sorte. Donc tu prends une énergie, qu'elle soit pranique ou peut-être plasmatique, tu vas comme ingérer, absorber une énergie qui va opérer des transformations. Tu sais que moi je pars de l'expérience, donc je pars de cette expérience, de par la pratique solaire, et du coup je cherche des explications à ce que je vis. C'est plutôt dans ce sens-là. Je n'ai pas les explications, puis je pratique. C'est l'inverse. Dans la pratique solaire, tu auras ça. Donc, tu respires consciemment. Donc, tu penses à une énergie lumière. Donc, en fait, tu cherches à capter ce prana. Du fait de la respiration consciente, tu es déjà en phase avec lui. Mais c'est très volatile. Le prana, quand on parle du prana, le plasma, je ne sais pas trop. Peut-être c'est un élément plus dense, mais le prana est très volatile. Mais, et les anciens le disaient aussi, l'énergie suit la pensée. C'est-à-dire que non seulement tu peux l'informer, mais tu peux lui donner un sens, tu peux lui donner une direction. On sait dans le magnétisme, on sait ça depuis très longtemps, tu as mal à ton épaule, tu peux poser la main dessus, tu intentionnes l'énergie, ou le magnétiseur va le faire, et va amener de l'énergie restauratrice qui va stimuler peut-être les défenses immunitaires, qui va permettre un mieux-être, voire une résolution du problème. Donc, l'énergie, le prana peut s'informatiser, ou s'informer, je ne sais pas quel est le terme le plus correct, il peut se diriger, et si en plus, et c'est la particularité de la pratique solaire, si tu sais où la mettre là où il y a des réservoirs, là où en quelque sorte ça se stocke, où ça va être conservé en fait par ton organisme ou par tes corps subtils, eh bien tu peux l'accumuler. C'est la science du taoïsme, des arts internes, c'est l'accumulation du chi ou du prana. Et je trouve que c'est très intéressant parce que, d'une part, si on a des entités qui programment, alors soit le prana, soit le plasma, ou en tout cas, si on a raison dans notre manière de voir, il y a bien une programmation consciente de la part d'êtres conscients qui sont ces entités et qui arrivent à modifier notre façon de vivre notre réalité. C'est bien ce que tu dis. Absolument, absolument.
elles sont capables de programmer la matrice comme on programme un ordinateur, en fait. Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait depuis la nuit des temps comment on peut se programmer de manière lumineuse pour atteindre justement le réel avec, avec l'augmentation des fréquences que ça entraîne. Donc, je trouve ça très très intéressant parce que ça amène à des questionnements, mais qu'est-ce que c'est que l'intention? Qu'est-ce que c'est que l'intention vraiment? Et qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience, on parle aussi du feu parfois de la conscience. Et c'est comme si plus l'élément était subtil, on va dire petit, invisible, impalpable, microscopique, nanocosmique, nanotechnologique, ou enfin très, très nanocosmique, tiens. Plus c'est petit et plus c'est actif et plus ça a d'influence sur des éléments plus importants comme les masses de nos corps ou les masses du monde. Et ça répond à des notions, si j'ai bien compris, hein, je ne suis pas physicien quantique, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, la physique quantique décrit très très bien tout ça. Ouais, ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens travaillent sur l'information de l'eau. Enfin, beaucoup de gens, pas assez certainement, hein, mais vraiment, on est en train de le découvrir. Et Du reste, l'air est un autre aspect. L'air et l'eau, n'est-ce pas, hein, sont similaires quasiment. du Hein. reste, cette H2O. technologie d'information de l'eau, oui, je ne sais pas s'il n'y a pas un décalage. Donc, ce que je voulais juste rajouter, c'est que cette information de l'eau, les Tartariens la connaissaient. Du reste, il y avait tout un système d'information de l'eau, de réinformation de l'eau avec les ondes de forme, d'où les cathédrales qui sont à proximité très souvent de l'eau, d'où les fontaines dans les jardins comme à Versailles, d'où même les ondes de forme des jardins. Donc toute cette culture était basée sur la réinformation de l'eau. Donc c'est un savoir qui pour moi existait, ça c'est clair, qui ensuite s'est perdu, mais qui a été gardé par les sociétés secrètes et tout ça, et qu'on est en train de redécouvrir. Et ça vient pas d'en haut, ça vient de chercheurs comme Masaru Emoto, comme Jacques Benveniste et tout, qui ont eu le courage de penser au-delà de l'égrégore du scientisme, en fait. Le professeur Marc-Henri, qui est plus de ce monde, explique ces choses très très bien. Vraiment, je conseille ces vidéos, on trouve sur Internet, d'un professeur de Strasbourg. Notre corps est constitué à 4 dans de l'eau. Et cette eau, ce qu'il explique, c'est de l'information. Il parle de bits, hein, de 0 et de 1 à l'intérieur de l'eau. Donc d'information. Donc nous sommes à 99% en fait, de l'eau informatisable, quoi, avec, donc il va programmer en partie nos cellules pour le fonctionnement, les différents fonctionnements de notre corps. Et c'est absolument fascinant parce qu'on parle des états de la matière. Et je trouve très intéressant de franchir ce cap, de s'intéresser aussi à l'air qu'on respire et de cette énergie dont on parle, mais de manière souvent un petit peu mystique, un petit peu magique. Qu'est-ce que c'est que ce prana, hein, et, de pouvoir vérifier les effets de cet apport, quoi. Et aussi les centres, la science des centres. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, c'est ce qui est très intéressant avec le prana, c'est cette notion, cette idée, pour moi c'est plus qu'une idée, c'est une réalité que moi je vis, hein. C'est la concentration et l'augmentation dans les centres qui développent des programmes internes organisateurs, quoi. Donc il y a un côté
programmation dans le sens de l'organisation et il y a une programmation qui peut être dans un sens dans l'objectif de préserver le louche. Hein. Oui, oui. Alors à quel niveau, voilà, peut-être il y a prana, plasma, l'eau. C'est très certainement l'intention va agir plus facilement sur des éléments subtils. Ces éléments subtils progressivement agissent sur des éléments plus grossiers jusqu'à être capable de modifier ou en tout cas ça conditionne notre perception du monde, quoi. Ça c'est sûr. Ouais. Ben d'ailleurs, selon Robert Temple, justement, l'information pour la réalité est stockée dans le plasma. Donc peut-être que même l'information du plasma peut être stockée dans le prana, qui est peut-être encore un autre niveau, qui pourrait fonctionner comme une molécule d'ADN quelque part, avec l'information et en fonction de la programmation où l'information est positive ou négative. Ce qu'explique Marc-Henri, si j'ai bien compris, c'est que on dit facilement que l'ADN est porteur de l'information. Il dit qu'il y a l'équivalent d'un giga d'information. Et lui, il dit c'est rien du tout. Ce qui amène vraiment l'information, c'est l'eau, qui va, elle, programmer la cellule. Et donc l'importance primordiale, hein, en premier lieu, de l'eau du corps, voilà, de l'eau du corps. Je pense qu'il serait vraiment aussi très intéressant d'amener des études au niveau aérien, quoi, hein, parce que l'air est un élément, on peut dire, la différence entre l'eau et l'air, elle est subtile, quoi. On peut dire qu'on baigne dans une forme d'aquarium aussi, hein, qu'on parle avec des éléments porteur d'informations. On est entouré d'ondes, ça on le sait. Mais qu'est-ce qui peut expliquer la magie, par exemple, hein? Par quel support ça se fait? Le magicien, le sorcier va utiliser une forme qui représente sa cible. Ensuite, il va y mettre une intention. Et on a du mal, beaucoup de personnes disent ça marche ou c'est de la superstition. Ben, moi, je peux dire que ça marche. Hein. Comment ça se fait que ça marche? Quel est le véhicule de l'information qui va aller du sorcier dans tel pays, qui va traverser là, les océans pour aller toucher sa cible? Et on sait très bien que la distance n'a aucune importance. Donc, il y a un lien qui relie les êtres vivants, c'est sûr en tout cas, dans l'espèce humaine, mais certainement tous les êtres vivants, et qui est un vecteur d'information par l'intention. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est l'intention. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi l'intention, quoi? L'intention, pour comprendre l'intention, je pense qu'il faut reculer encore un cran et aller dans la conscience. La conscience, c'est je suis. Hein? J'ai le sentiment d'exister. Je suis, tout simplement. L'intention, c'est ce je suis qui se met en mouvement. J'ai l'intention de gagner de l'argent. J'ai l'intention de te nuire. J'ai l'intention d'avoir une vie harmonieuse. Cette mise en mouvement de la conscience, si elle trouve un support pour s'accrocher, et ce support, il est là, je pense que ça se fait automatiquement. Et c'est quelque chose là qui nous entoure. Alors que ce soit du prana, du plasma ou que sais-je, ça s'inscrit quelque part. Après, pour que ça vienne dans d'autres états plus denses de la matière et pour que ça se manifeste, il faut qu'il y ait encore d'autres étapes, n'est-ce pas, où ça se concrétise par des actes ou par d'autres éléments. Et ça nous amène justement, le professeur Marc-Henri dit qu'il y a 6 états quantiques de très grande renommée, très reconnus. Voilà. Et c'est parmi l'état de la matière, je vous invite à regarder ces vidéos très intéressantes. Il parle, c'est visible, invisible. Et est-ce que c'est visible ou est-ce que c'est pas visible, hein? C'est un état de la matière.
Et un des exemples, une des manifestations pour lui, c'est la conscience. Donc la conscience serait comme un état de la matière. Ben voilà, je ne suis pas physicien, je regarde ça, voilà. Je vous invite à approfondir, c'est juste des pistes de réflexion. Ce dont Oui, moi je suis par la persuadé, conscience, en fait, on peut reprogrammer déjà le prana, même reprogrammer l'eau et l'air. Et c'est pour ça que du reste, il y a toutes ces choses qui sont balancées dans l'air. Je ne nommerai pas les choses ici, mais on le voit, tous les machins qu'on voit qui sont balancés dans l'air. Est-ce que ça ne serait pas pour réinformer l'air, justement, négativement, une sorte de magie noire quelque part qui est jouée, et non seulement ça agirait sur l'air, mais aussi au niveau du plasma et du prana pour réinformer tout ça négativement pour la mise en place des interunivers, pour la mise en place du transhumanisme et tout. Et c'est peut-être à notre conscience de réinformer ça inversement pour transcender tout ça. ben, je pense que tu vois tout à fait juste, hein. Je suis en accord avec ta perception des choses. Il y a apparemment une volonté claire d'étouffer. Quand on voit l'humanité en général, elle n'est pas là. Je suis là, je respire, je suis bien dans ma peau. Hein. Il y a les têtes sont penchées un peu en avant, on pèse sous le poids des soucis, on pèse sous le poids à tort ou à raison, c'est même pas la question, mais il y a une forme d'écrasement, hein, de maintien en esclavage, comme on peut dire, psychique de manière générale, et on sait pourquoi, hein, pour cette fameuse préservation des énergies négatives dont certains êtres se nourrissent ou se délectent. Et la pression est peut-être tellement organisée, est tellement c'est intelligente, hein, quand même, c'est très rusé, c'est sacrément bien foutu cette histoire. Et c'est peut-être justement parce que c'est pas si difficile en fait pour l'être humain de s'en sortir, parce que c'est à sa disposition là. Il ne s'agit pas avec l'eau. On peut l'informer, mais on peut le faire par inattention. Mais si on part du gant, s'il y a des manipulations physiques, c'est pas très compliqué, mais il faut le mettre en œuvre. Et ensuite, il faut l'ingérer. Il y a des éléments pour la santé qui, paraît-il, sont très intéressants. Mais l'air, on n'arrête pas de respirer. Et c'est là à notre disposition. Mais notre respiration n'est pas consciente. Alors, pourquoi, avec la conscience, on capte le prana, c'est aussi très intéressant. Hein. Notre conscience, elle est comme un feu, elle est comme similaire, il y a une forme d'analogie, une forme de parenté avec le feu pranique, ou peut-être plasmatique, et à ce moment-là, on le capte. Mais le problème, c'est que c'est une énergie qui est volatile, quoi. Moi, je parle souvent aux gens qui me contactent, je leur dis, vous avez déjà fait un stage, vous avez fait un stage, par exemple, spirituel, ou vous avez fait un stage de mieux-être. Vous sortez de là, vous avez la patate, vous avez l'impression que, ouais, ça y est, j'ai saisi, je ne retomberai plus dans des plus basses fréquences, c'est bon. Et au bout de quelques jours, ça se dissout, ça se dilue. Oui, On a tous connu ça, quoi. Hein. Pourquoi ? Parce que cette haute énergie, elle est volatile. Parce qu'on n'a pas de structure qui nous permet de... On a ce qu'il faut pour la capter, temporairement, mais voilà, on la perd. tout est fait pour nous la faire perdre, même Ça aussi. les pensées intrusives, tout le cirque de la politique, de l'actualité, tout est fait pour nous tirer vers le bas, pour la faire perdre, même les égrégores du quotidien, le stress du quotidien. Donc, c'est très facile, c'est difficile de monter à cause justement de la société, du système pyramidal. Mais c'est beaucoup plus facile, malheureusement, de tomber. Et c'est ça la chose. Ah oui. Il y a aussi le phénomène de la dispersion de l'attention, hein, un peu comme un supermarché. Tu sais ce que tu veux, tu sais comment tu voudrais, tu as compris, mais hein, il y a des petites lumières qui font que ton attention est dispersée et tu perds ton objectif. Hein.
Tu voulais aller au supermarché acheter tes citrons, tu sors avec des radis, tu as oublié les citrons, hein, et des radis, et puis le caddie plein peut-être. Parce que notre attention est sollicitée. La clé, c'est la concentration, la volonté. N'est-ce pas, je veux ça, ça me fait du bien, je le maintiens. C'est vrai, tout est fait pour que ça retombe, mais ça retombe aussi, c'est assez facile pour les entités de nous le faire retomber parce que on n'a pas la structuration, l'organe, le corps pour fixer, pour le stabiliser, pour le stocker, pour conserver ces hautes énergies. Alors on y arrive plus ou moins psychologiquement, mais c'est une guerre, c'est très difficile. Et puis c'est vraiment très difficile. Et parce que, à mon sens, ce qui manque, c'est le côté justement énergétique. Et ce côté où on va capter l'énergie, la conserver, et ça va de pair avec le discernement, la compréhension, une psychologie évoluée qui cherche le juste et le bien commun, par exemple. Il faut les deux. Si tu as juste ta compréhension, mais tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas la force de réaliser ce que tu as compris. Donc, c'est là que ça devient intéressant, ces histoires de plasma, de prana. Cette énergie, en plus, elle nous entoure. On fait tout peut-être, ou ce qui se passe, l'air, d'accord, est pollué, mais le prana, il est toujours là. C'est une énergie inépuisable qui est là dans n'importe quelle circonstance, quoi. Je ne sais pas si le prana peut être pollué. À mon sens, la pollution, c'est des choses beaucoup trop lourdes. Ça ne me paraît pas possible. Par contre, il peut être programmé peut-être par des velléités. Même par des rituels, des choses comme ça. Parce que regarde un petit peu le cirque de l'actualité. On se rend compte que c'est tout un énorme rituel. Et ça, c'est une hypothèse que j'aimais. Ça pourrait reprogrammer littéralement le prana. Peut-être. Mais oui, lorsque tu respires, ouais, non, là, ça colle pas. Est-ce que le prana est programmable? Non, il y a la notion d'inconscience. Tu vois, lorsque tu es dans la matrice, lorsque tu es conditionné, on a un mode de respiration inconscient. Quand je dis respiration, là, je parle pas seulement de l'air. On est des êtres de communication. Hein, respiration, on respire par tous nos sens. Ce qu'on entend, hein, les médias, ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on touche, par tous nos sens, on est des êtres de communication. Si notre communication... Donc, on a quelques bugs. Donc, si tu peux reprendre sur les 2 dernières minutes sur le prana. Oui, ben, je me posais la question sur la possibilité d'informer le prana de manière négative. Et ma réflexion, pour l'instant, m'amène au fait plutôt que non, puisque la programmation négative de la part des entités, des archontes, disons, pour simplifier, est basée sur l'inconscience de l'être humain. Et donc, quand un être humain est inconscient, on va dire qu'il respire, respiration au sens large, on a dit par tous nos sens, hein, mais aussi donc par l'air qu'on respire. Cette respiration est inconsciente. Et c'est dans cette inconscience qu'il y a justement ces programmes. Ces programmes sont un petit peu, moi je les comprends un peu comme les instincts des animaux. Hein. L'animal se pose pas, je sais pas, l'antilope, à peine elle naît, elle va savoir courir. Il y a un programme qui fait qu'elle va pouvoir connaître ces choses. L'être humain, lui, eh ben, quand il naît, il en met des temps à pouvoir marcher, tout simplement. Eh bien, enfin, tout simplement, c'est un acte complexe, mais c'est parce que aussi, il est conscient. Il est conscient, les choses se font plus lentement, mais il arrive à une maîtrise, à une forme de liberté par rapport à ses apprentissages, par rapport à ses acquis, contrairement à l'animal qui est prisonnier, hein, de ce qu'on appelle les instincts, donc de ses conditionnements. Donc l'homme, lui, on cherche à le conditionner tant qu'il est en quelque sorte un peu un animal,
c'est-à-dire inconscient, et il va accepter les informations qui se proposent à sa conscience sans les remettre en question. Les choses le traversent, et c'est là qu'il y a aussi l'abus, notamment avec le maintien dans des fréquences basses, avec l'émission du louche avec lequel il nourrit ou il délecte donc des entités. En fait, tout est fait Donc, pour nous garder ignorants du vrai prana qui est connecté à la vraie création et tout ça, quelque part. ben oui, c'est ça. Et ce prana, il est à notre disposition, quoi, hein. L'information du prana, c'est quelque chose de fondamental. Si on voit l'information de l'eau, elle a été dans toutes les cultures, notamment religieuses, hein. L'eau, le baptême, l'immersion dans l'eau. Il y a beaucoup de rites qui sont liés à l'eau. C'est pas peut-être bien que c'est pas seulement symbolique, n'est-ce pas? C'est parce que il y a cette capacité d'informer. Et peut-être certains ont dit que, par exemple, que le baptême chrétien, te relie à des égrégores. Et c'est pour ça, par le biais de l'eau. En tout cas, c'est une théorie Oui, qui est oui, très possible, hein. mais c'est très, Ouais, très possible. Oui, oui, ouais, l'eau, c'est informé positivement ou négativement, donc ouais, ouais. c'est très possible. Ça correspond à la nature de la réalité de toute manière. Ouais. Et donc, notre corps baigne dans l'eau. Et cette eau est chargée d'informations, on l'a dit. Mais nous-mêmes, on baigne dans l'air. Et cet air est chargé de prana. Et ce prana est informatisable. Donc, si je me mets à respirer consciemment, je me pose, je suis en phase avec le prana, et si j'imagine, que c'est une énergie lumineuse que j'absorbe, eh bien c'est ce qui va se passer justement. Et si, donc je le répète encore, si tu peux la stocker, comme on l'enseigne dans tous les arts internes, eh bien, tu as une accumulation de forces lumineuses, de forces de conscience, de forces de discernement, avec une forme d'harmonisation de tes éléments subtils, avec la juste distanciation avec les autres, c'est-à-dire que tu ne subis plus les pensées toxiques parce qu'il y a une forme d'harmonisation qui s'est faite, une régulation de ta sphère émotionnelle qui va faire que quasiment automatiquement, cette distanciation juste va fonctionner. Peut-être que je peux m'expliquer, c'est-à-dire que Oui, je veux moi bien. je vois avec les gens qui travaillent avec moi, ça s'est passé encore hier soir, une personne qui vient me voir pour la deuxième fois qu'elle va euh, faire une pratique fondamentale. D'ailleurs, la première fois, elle ne ressentait même pas son énergie. Là, elle la ressent déjà au bout de la deuxième fois. Les doigts, les mains picotent, elle ressent les différents changements qui sont caractéristiques, hein, de perception en elle. Mais aussi et surtout, la personne, elle dit, c'est étonnant, dans mon travail, des choses qu'on me disait avant, maintenant, qui me perturbaient, ne me perturbent plus. Je reste dans l'équilibre. Il n'y a pas eu de discours psychologique, de la juste distanciation dans nos rapports avec les autres êtres humains ou les choses qui nous entourent. Il n'y a rien eu tout ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a juste eu une augmentation pranique, une augmentation de l'énergie pendant 20 minutes. Cette personne a respiré inconsciemment, mais a respiré avec l'intention. Et ça change des choses de manière dans sa vie de tous les jours, de manière même assez spectaculaire. Comment est-ce que c'est possible, quoi? Et donc cette information, cette informatisation de l'air, plutôt est-ce que c'est des nanoparticules? Je ne sais pas. Finalement, c'est un terme qui veut dire que c'est tout petit, quoi. Est-ce que c'est ça? Mais c'est euh, une information qui est capable de développer, de déployer des systèmes, qui va organiser, les anciens parlaient d'une force de vie qui pénètre toute chose, dans tout l'univers, une énergie de vie.
Et celle-là, elle est disponible. Et on est là, on baigne dedans, et on s'en sert pas. C'est drôle, hein. On est que des poissons comme dans un océan, et on mange que de la vase, alors qu'on pourrait hein, croquer des choses délicieuses, quoi, hein, qui seraient bonnes pour notre santé. Et on nous En fait fait, croire que c'est que la vase qui est intéressante. Mm. la matrice nous bloquerait, nous empêcherait de voir, de percevoir, de ressentir cette énergie vitale. C'est peut-être ça aussi un des pièges de la matrice, en Mm. fait. Ah ben oui, c'est pour ça qu'il y a un maintien dans une fréquence basse, si possible un peu triste, malheureuse, angoissée, et qui fait que tu ne... Quelqu'un qui est angoissé, comment est-ce qu'il respire, hein? Très bien. N'est-ce pas? C'est très lié à la respiration avec nos états psychologiques, quoi. On est des êtres de respiration, de relation avec notre environnement. Et tout comme on essaye de faire attention à ce qu'on mange, eh bien, la respiration est une clé du développement spirituel. C'est ce qu'ils avaient compris en Inde, avec les pranayama, avec tout ça, quoi. Le pranayama, hein, science de la respiration. Le prana, on l'appelle aussi le souffle, hein, le souffle vital. Et, Voilà. Ouais. et est-ce que les êtres de la vraie lumière, qu'on peut appeler donc les anges, peu importe comment on les appelle, qui sont minoritaires dans cette réalité, mais qui existent, est-ce que ça ne serait pas des êtres à base non pas de plasma, mais de prana, qui parviennent à rentrer dans cette réalité, à nous donner une impulsion, une aide, et puis après qui en ressortent pour pas tomber dans la barrière de l'amnésie? Intéressante question, quoi. Est-ce que ces êtres, de quoi sont-ils constitués, quoi? Qu'ils soient des interférents ou des êtres positifs, non interférents. On parle de matière éthérique, qui est une structure, finalement. Et cette structure, de quoi elle s'alimente, elle se nourrit. Donc, effectivement, un être positif va se nourrir d'énergie-lumière, et un interférent, lui, va... Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il ne cherche pas à récupérer cette lumière, n'est-ce pas, par son jeu d'interférence, hein, parce qu'il n'est pas capable, sur le plan de son évolution propre, d'accéder directement aux énergies hautes. Ça D'où ouvre plus de questions que de réponses, hein, mais... Oui, mais d'où la notion de vol d'âme, de vol de louche, de vol de fragmentation d'âme et tout. C'est une possibilité que par les interférences, ces êtres nous leurrent à donner, malgré nous, des morceaux de notre âme, qui est composé un peu de ce qu'on pourrait appeler le prana, cette énergie dont tu parles en fait. C'est à... Ouais. Il y a peut-être un détournement de l'énergie lumière pranique. Ce prana est vraiment plein de mystères. Peut-être qu'il y a eu des personnes qui l'ont étudié de manière... Moi, je vais approfondir. J'ai pas envie de... En fait, moi, j'ai envie de comprendre ce que je fais. Et donc, je constate les résultats. Et toute personne qui déjà, on le voit dans le quotidien. On est entouré de gens qui sont, pour certains, un peu déprimés, et d'autres qui ont la pêche, qui ont la patate. Et je crois qu'immanquablement, toutes les personnes qui ont la pêche, qui sont en forme, ils se tiennent plutôt droit, hein, la colonne vertébrale plus droite, ça circule. Il y a une circulation, une respiration qui est aisée. L'être qui a une respiration étriquée est plutôt angoissé. Voilà. Moi, ça m'a rappelé, je me suis rappelé ce matin en discutant avec ma compagne de ce que j'allais pouvoir, ce dont j'allais m'entretenir avec toi. Je me suis rappelé d'un souvenir quand j'étais adolescent. Quand j'étais ado, j'étais comme tous les ados, perclus de problématiques, typiquement liées à cet âge, des transformations hormonales, des questions et tout ça. Et j'étais un peu abattu, et je revenais de la gare de Strasbourg, chez moi, et j'étais un peu abattu. J'étais un peu triste, un peu angoissé. Et je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai respiré pleinement.
j'ai respiré pleinement. Et j'ai senti, je me rappelle encore maintenant, hein, j'ai senti un bien-être extraordinaire qui avait chassé toutes mes idées noires. Et j'étais là, waouh, mais il suffit que je respire. C'était tellement énorme que je me suis dit, non, c'est pas vrai, c'est trop simple, c'est pas possible. Et j'ai rejeté l'idée. J'ai dit, c'est pas possible que juste en respirant, moi, l'ado, avec mes problèmes, ça aille mieux. Non, mes problèmes, ils sont réels, il faut que je les résolve, il faut que je fasse quelque chose. La simple respiration, qui était consciente à ce moment-là, parce que, enfin, ouais, qui était consciente, j'en sais trop rien, certainement, et qui a été, j'ai perçu directement le changement. Et là, toutes ces années plus tard, je retrouve ça. L'ado avait eu une bonne intuition, mais il était trop bête pour la, pour la développer, quoi, pour en tenir compte. Oui, je pense que de toute façon, tout est fait pour qu'on passe à côté du simple. Regarde par exemple beaucoup d'enseignants spirituels qui vont compliquer qui vont compliquer le simple. Il y a énormément de personnes qui organisent des stages, plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros, qui compliquent tout, qui rendent les choses compliquées, alors que c'est extrêmement simple. Il suffit finalement de respirer, il suffit finalement d'être conscient de qui on est et tout, mais tout est fait pour compliquer, et même dans la vie quotidienne. Donc je pense que c'est ça aussi un des problèmes. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est simple. Après, il faut quelques clés, quoi, hein. Parce que si tu fais que respirer, ça va pas suffire. Il faut que l'énergie, il faut que tu l'intentionnes, hein, et qu'elle aille, à mon sens, hein, c'est ce que je pense, qu'elle aille se conserver et augmenter. Et à partir d'une mon intuition, c'est à partir d'une certaine dose justement pranique qu'il y a des programmes internes de développement, de restructuration. C'est une énergie de vie qui amène une santé sur tous les plans, sur les plans subtils, et un développement, quoi. Oui, oui, c'est ça, c'est c'est ça, et on y passe à côté. Tout est fait pour nous faire passer à côté de ça, finalement. Mais ouais, ah ouais, ouais. Oui, après les anciens, voilà, c'est quand même c'est un travail, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, hein. Enfin, leur idée, c'était ça, je m'arrête, je respire consciemment. Je respire quoi? Je respire une énergie lumineuse, une énergie positive, et je l'amène en moi, quelque part, là où elle va se stocker, se conserver, hein, centre de ma poitrine, centre psychique ou le ventre. Il faut encore savoir où c'est. Si tu la mets dans ton orteil, est-ce que ça va marcher pareil, hein? Ça va guérir ton orteil s'il est malade, mais ça va, à mon avis, pas faire les mêmes résultats. Il y a une notion de localisation au bon endroit. Il y a quand même une science, quoi. Enfin, je prends un certain ensemble de connaissances, mais elles sont très simples. Elles sont très Justement simples à mettre en œuvre. Ouais. justement, quand on parlait de cette science, de cette connaissance, est-ce que tu ne penses pas que la connaissance a été tronquée? Par exemple, il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de praticiens, même des médecins, des énergéticiens et tout, qui disent que que le système de chakras tel qu'il est décrit est faux, qu'il y a en fait beaucoup plus de chakras et tout, que ce qui est décrit dans les traditions. D'autres personnes disent carrément que les chakras, tels qu'on les décrit, c'est une manipulation de la matrice. Est-ce qu'il n'y a pas une manipulation à ce niveau-là pour qu'on ne connaisse pas justement les centres où faire venir cette énergie et tout? Est-ce que tu ne penses pas que ça a été tronqué à ce niveau-là? Ouais, le côté tronqué, on le retrouve
On le retrouve partout, de manière parfois consciente, la plupart du temps de manière inconsciente, ne serait-ce que dans les déformations, des messages spirituels de toutes sortes. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis. C'est-à-dire que est-ce que les chakras, les fameux 7 chakras, où certains en mettent 12 ou d'autres en mettent beaucoup, beaucoup plus, est-ce qu'ils font le jeu des archontes, le jeu matriciel? J'aurais tendance à dire oui. J'aurais tendance personnellement à dire oui, parce que tu peux les amener à un certain développement, c'est intéressant, mais de manière générale, euh, les centres, les 3 centres fondamentaux, sont appelés parfois des chakras supérieurs, contrairement à ce système de chakras. Les chakras, moi j'ai travaillé énormément avec les chakras pendant plus de 20 ans avant de découvrir les centres solaires. Les chakras te permettent vraiment la relation avec le monde de manière horizontale. Si on prend un exemple, tu prends le chakra du cœur, donc pas le centre du cœur, qui est plus haut, derrière, bon, peu importe. Un chakra du cœur, c'est quoi? Le chakra du cœur va réguler tes états émotionnels. Par exemple, tu aimes quelqu'un, il s'ouvre. Tu n'aimes pas cette personne, il se ferme. Mais ça va agir pour tout. J'aime les rutabagas, j'aime pas les rutabagas. Et un chakra en bonne santé est quelque chose qui pulse, il s'ouvre et il se ferme. Si un chakra est trop ouvert, ça te donne ces personnes qui ont des problèmes de bisounours, comme on dit. C'est tout est beau, je cherche je vous aime tous, comme les chrétiens chantaient ça dans la rue autrefois. Je vous aime, je vous aime. C'est trop ouvert et ces personnes-là tombent souvent dans des pièges, se font berner, se font exploiter, ça finit mal parce qu'elles ne savent pas se protéger, ne savent pas se fermer. A contrario, un chakra émotionnel, donc le chakra du cœur, je prends juste celui-là comme exemple, s'il est trop fermé, ça donne des personnes qui sont secs comme des bouts de bois, pas d'émotion, pas de compassion, c'est trop fermé. Donc un chakra, il doit s'ouvrir, se fermer, il pulse même avec la respiration, il pulse avec certains rythmes. Les centres solaires, c'est très différent. Ils sont fermés à la base, parce qu'ils sont latents. Il n'y a que ta conscience et l'énergie que tu vas y amener, l'énergie pranique que tu vas y amener, qui casse la graine, ou l'écorce de la graine, et qui permet au programme interne lumineux de se déployer. On peut dire que les centres fondamentaux, les 3, tête, cœur et ventre, t'alignent au niveau vertical. Les chakras, c'est plutôt dans ta relation au monde et de manière horizontale. Alors bien sûr, on a des chakras supérieurs qui permettent un développement de la personnalité. Développement de la personnalité, c'est différent du développement de l'être essentiel que nous sommes. La différence, l'être essentiel que nous sommes, c'est comme une âme, on peut dire, on peut appeler ça une âme astrale. Au-dessus, il y a l'esprit qui crée, qui produit une âme. Cette âme va s'incarner et va développer une personnalité. Mais à ta mort, tu retournes à cette âme et tu peux te rappeler que tu as eu d'autres personnalités, n'est-ce pas? Donc, ce qui est important, c'est pas tant de développer la personnalité sur le plan horizontal, qui est transitoire, c'est de développer notre vrai moi, qui est notre âme astrale. Et puis l'esprit qui est encore au-dessus. C'était encore une autre question. Donc le système chakrique peut tout à fait être interféré. C'est évident. Ce sont des sas énergétiques et la réalité plasmatique, si la théorie que tu exposes est juste, elle va être absorbée par les chakras, sans problème. Les gens qui sont complètement dans la matrice peuvent ont leur système de chakras qui peut fonctionner très bien. Il n'y a pas de souci avec ça, quoi.
quelqu'un peut être complètement captif de ses conditionnements, par exemple, donc complètement dans le jeu matriciel, et être heureux dans sa vie, parce qu'il a de l'argent, il a ceci, il a cela, et ça lui convient. Le développement des chakras n'inclut pas un développement vraiment spirituel. Il faut aller plus profond dans les chakras supérieurs, dans les centres fondamentaux, ceux qui appartiennent à l'être essentiel qu'on est, donc qui a comme objectif de vivre une personnalité, et à travers ce jeu de chakras, bien sûr, de pouvoir se frotter en quelque sorte à certaines expériences, de manière à pouvoir grandir en expérience et en force, et en une forme de puissance qui peut se développer. C'est ma vision, bien sûr. Et ce que tu appelles les centres solaires et tout, c'est des choses qui ne peuvent pas être interférées, en fait, par la matrice ou beaucoup plus difficilement que les chakras. Non, c'est impossible. De par leur nature ignée, hein, de feu, de conscience, quoi. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a une volonté puissante d'étouffer, d'interférer, d'essayer d'éteindre cette lumière. Mais la lumière, là, tu peux pas la tuer, tu peux pas la détruire. Mais tu peux faire en sorte que l'homme d'abord ignore qu'il a ça en lui, et même s'il le touche, s'il l'a, arriver à le perturber pour qu'il le développe pas. À ma connaissance, ça va pas. Je pense pas. Je pense pas que ça va être possible. En tout cas, il y a un développement certain de ces parties subtiles. Il y a des transformations qui sont vraiment très intéressantes en termes de force intérieure. Maintenant, cette force intérieure, Là, tu as défini, comment je définis la conscience? tu as défini la conscience au début, mais être conscient, comment tu le définirais? Waouh, ça c'est une sacrée question. Ben, la, il y a une image qui me vient avec la conscience, c'est une étincelle. C'est une étincelle qui est proche de lorsqu'on dit de la prise de conscience, ou comme lorsqu'on trouve une idée, n'est-ce pas, le eureka. Il y a une espèce de peps, il y a une espèce d'intensité, de concentration de quelque chose dans l'esprit. Cette intensité, comme une étincelle, comme un feu. Dans l'évolution, ça a été complexe, c'est-à-dire que il y a eu les espèces végétales, bien sûr, mais les espèces animales, et il y a eu certainement des manipulations génétiques ou des transformations génétiques. Alors, par qui, par quoi, voilà, c'est une vaste question, hein, dans quel objectif, ça c'est très compliqué aussi, mais il n'a pas été évident de premier abord de pouvoir mettre une conscience dans un animal. Il semblerait, d'après certains, que si on mettait cette intensité de conscience dans un corps animal, l'animal en mourrait, quoi. Donc l'être humain est capable d'une certaine intensité, de capter peut-être une certaine essence, mais c'est même pas capter, c'est plutôt c'est être, voilà, être en phase, être vraiment plus que connecté, être identifié à une certaine qualité énergétique d'essence qui nous fait pouvoir dire je suis, je le vois, j'en prends conscience. Parce que la conscience, on peut la résumer comme ça, je suis. Après, si tu rajoutes quelque chose, tu rajoutes l'intention. Et donc, c'est je suis qui se met en action. L'intention, c'est comme mettre ce feu dans un certain mouvement. Et ce mouvement, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ce mouvement, c'est un mouvement qui va donner, qui est porteur de cette information, et elle va structurer un élément subtil de la matière qui va lui-même réagir sur un élément moins subtil, de plus en plus grossier, avec toutes les possibilités qu'il y a entre les deux.
Donc c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, cette notion de conscience. Et ce que ça nous demande aussi, c'est de comprendre qu'il s'agit de maîtriser nos intentions. On dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. C'est-à-dire tu peux avoir des intentions de faire le bien et tu vas faire quelque chose qui ne va pas. Hein, les missionnaires catholiques qui sont allés en Afrique, on va faire le bien, on va leur donner le petit Jésus, et ça a été catastrophique. L'intention doit être, comment dire, la qualité de conscience va déterminer la qualité de l'intention. Plus tu as de conscience, plus tu vas être conscient de l'intention. Et tu vas pouvoir dire, ah ben non, j'ai par exemple telle pulsion pour tel acte, et je pourrais dire, ah non, ma conscience va me dire non, je ne vais pas aller dans ce sens, je vais aller dans un autre. Et pour que l'intention soit juste, il faut qu'elle soit clairement perçue. Donc c'est une question de conscience et d'intensité de conscience. Il faut de l'intensité, il faut du feu, il faut une forme de concentration qui demande de voir, de percevoir, en fait, ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment, quelle est réellement mon intention. Et c'est, à mon avis, c'est là que ça se joue, que beaucoup de choses se jouent. Parce que si ton intention, elle peut être manipulée, quoi. Elle peut être influencée par Après, un on rentre dans le conditionnement. domaine des pensées intrusives aussi, des entités, des formes C'est ça. bizarres et tout. Donc, les égrégores, beaucoup de manières d'influencer l'intention, justement. Manipuler l'intention, comme tu dis. Regarde cette personne, elle a dit ça, c'est pas juste, voilà. Et puis on émet l'intention d'émettre une pensée négative ou de chasser cette personne de sa vie. Ou voilà, il y a une manipulation de l'intention. Donc il est clair que ce qu'il faut développer pour nous, si on veut se sortir de ce mauvais pas, hein, ou si on veut avancer, c'est développer le feu de la conscience, avoir vraiment plus conscience de qui on est, mais quelque part, ça c'est très complexe, hein, c'est une espèce de je suis un peu informel, mais quelle forme on donne à ce je suis et qu'est-ce que je fais vraiment, quelle est vraiment mon intention. Et je pense que l'être humain, il a cette capacité de regard sur soi, de ressenti. Hein, certains appelaient ça la petite voix, quoi. Hein. Je suis en train de faire l'idiot, mais j'ai la petite voix qui me dit ah, ça va pas trop, quoi. Mais bon, il ne s'agit pas d'une conscience moralisatrice, il s'agit d'une qualité vibratoire d'un certain feu. Et c'est là qu'on retrouve peut-être la notion de fréquence. Donc la conscience doit monter en fréquence. Je suis conscient de combien de mon je suis. Est-ce que j'ai vraiment conscience de mes actes et surtout de ce que j'émane, de mes intentions. C'est très intéressant, tu sais, par exemple, fait des transmissions de lumière, tu sais, des transmissions énergétiques, hein, pour aider les gens à créer une forme de boost énergétique. Comment ça se passe? C'est tout simplement, c'est l'intention. Le travail que moi j'ai à faire, c'est être dans l'intention la plus juste possible, du meilleur pour l'autre, et de la maintenir. De la maintenir. Parce que il y a des jeux d'influence qui voudraient perturber ça, qui voudraient dire ouais, ben regarde cette personne, ceci, cela. Lorsque on veut vraiment, comment dire, apporter quelque chose à l'autre, en tout cas comme ça, si on le fait en plus sur le plan énergétique, il y a une transmission de quelque chose de tangible hein, qui est ressenti par l'autre. Tout est vraiment dans l'intention. Et là, il s'agit de maintenir cette intention dans la justesse, qui n'est pas l'ombre d'une intention cachée, de quelque chose qui voudrait récupérer ça, qui voudrait reprendre ça à son service. C'est-à-dire, une fréquence haute te met dans ton moi essentiel. Et à ce moment-là, ton moi ordinaire, ta personnalité, chakrique, hein,
elle est en retrait. Hein. La personnalité ordinaire, elle est devant, tu as le moi, le grand moi derrière, silencieux. Maintenant, je veux faire quelque chose. Le moi supérieur, c'est-à-dire tu montes en fréquence, le moi supérieur est devant, et ton petit moi, en quelque sorte, est derrière. Et le petit moi, ce qu'il a à faire, c'est à apprendre à collaborer et à être à collaborer à ce qui se passe et à être dans la vigilance pour pas être justement interféré par des pensées induites, par des intérêts cachés, par tout ça. Il doit apprendre là à se taire. C'est là qu'on retrouve, tu sais, l'image des singes, hein, là, qui ferment les portes. Le petit moi doit se taire pour qu'il puisse y avoir l'expression de cette fréquence qui est juste, qui est plus haute. Donc c'est une forme d'effort, en tout cas pour moi, là où j'en suis, c'est une forme d'effort de maintenir cette fréquence. Et j'ai mon petit moi, parfois, derrière, qui est fatigué. Ah, il y en a marre, quand est-ce que je peux, je veux pas dire recommencer mes conneries, quoi, mais voilà, il faut ça s'arrête, parce que ma structure humaine a parfois encore du mal avec cette haute fréquence, parce que c'est un feu qui brûle tout ce qui est pas juste, tout ce qui va pas, ou tout ce qui est tout simplement de fréquence moyenne, ou basse, quoi, au plus basse. Et c'est quelque chose qui est, je ne veux pas dire douloureux, mais le petit moi apprend qu'il est son intérêt à collaborer avec son être essentiel. Parce qu'il se sent mieux en fin de compte, il est plus heureux, et tout va bien, et les choses se déploient de manière harmonieuse. Donc c'est là qu'on voit vraiment l'importance de la conscience, qu'il s'agit de maintenir. C'est comme de maintenir une concentration, quoi. C'est pas facile. Tout le monde, je pense, qui nous écoute, a certainement un jour essayé d'arrêter de penser pendant quelques secondes, Et c'est et quasi on impossible. sait. Voilà. Tout de suite, il y a 1000 pensées qui viennent. La clé, c'est donc vraiment la concentration. Et concentration de quoi? De la conscience. Je veux maintenant me concentrer sur telle ou telle chose, que ce soit la flamme d'une bougie, sur telle chose, ou sur le silence mental, peu importe. On est obligé de passer par cet apprentissage qui est un accroissement de la conscience. Alors, ce qui est très intéressant dans la pratique solaire, c'est que le siège de la conscience, enfin, on en a 3, hein, et on sait que les intestins, le ventre ont autant de neurones, sont aussi intelligents, voire plus même que le cerveau. Hein, et il y a le cœur aussi. Il y a ces 3 cerveaux. Et ces cerveaux sont connectés au centre. Donc, si tu amènes l'énergie dans ton centre psychique, tu augmentes ta capacité de conscience. Mais c'est grâce à l'énergétique. Donc, je le répète, sans l'énergétique, on ne va pas y arriver, quoi. C'est pas juste en comprenant les choses, quoi. Et on retrouve ce processus de captation de l'énergie que tu vas mettre dans le centre de ta conscience, et tu vas l'intensifier. En fait, tu la bombardes dans la pratique solaire, c'est un bombardement énergétique sur le noyau de ta conscience. Oui, oui, mais ça me parle. C'est dans le centre psychique. Ça me Dans le parle. centre cardiaque, ouais. Et Oui, voilà, je parle de la pratique solaire. Il y a d'autres pratiques fondamentales. Moi, je les cherche. Il y en a certaines. Moi, je vois surtout pour l'instant des bribes. J'ai pas encore trouvé d'autres éléments, parce que voilà, parfois je dis voilà, je parle de ci, parle de ça, comme si c'était, je veux pas dire c'est la seule solution et tout ça. Ce qu'il faut trouver, c'est des pratiques fondamentales qui touchent le noyau de l'être et qui trouvent le moyen de le faire grandir, de le transformer. Peu importe comment ça s'appelle, c'est ça la clé. L'augmentation de la fréquence de la conscience de soi, d'abord. oui, oui, c'est ça. Mais même l'art, quelque part, c'est connecté à ça, puisque l'art, quand c'est fait en conscience, ça élève la vibration, la fréquence, la capacité créatrice et tout. Donc, c'est pas anodin que tu sois artiste et que tu fasses la pratique solaire. Oui, sans doute, oui. Ben, si tu parles d'art,
J'ai donné des cours de peinture une grande partie de ma vie aussi. Et j'expliquais que, parce qu'il y a l'art, il y a le contenu, hein, le contenu, on va dire, psychique de l'art, mais il y a le fait de l'acte de peindre. Ou c'est bien sûr c'est pareil avec tous les arts, hein, de faire comprendre à ceux qui me faisaient l'honneur d'être mes élèves, c'est que chaque coup de pinceau est comme un coup d'épée. Il faut qu'il y ait une intensité. Il faut que tu vas être complètement là et tu es dans une forme, d'intensité. J'ai comme un coup d'épée, c'est comme si c'était dangereux. Hein, pour qu'il y ait cette intensité de conscience, de je suis là, je fais, je vois. Non pas je gamberge, je suis, voilà. Et se passer et c'est une forme de presque, c'est très proche d'un art martial finalement, quoi. En tout cas, une certaine forme d'art, hein, où on est dans une recherche d'un résultat, de beauté, d'harmonie. Il y a d'autres formes d'art, hein, voilà, mais qui sont peut-être moins des formes d'art, mais plus des manières de conceptualiser les choses. Bon, peu importe, quoi. Mais le peintre est comme le musicien. Regarde, le musicien, s'il est dans sa musique, hein, faire un avec sa musique. Ta conscience suit les rythmes, les notes, le voix. Il y a une intensité très grande, et puis elle est souple. À un moment donné, ça coule, quoi. C'est ça qui est génial avec la Oui, conscience. oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es dedans, c'est focus, et ça coule, quoi. Ça coule littéralement, oui, oui, c'est clair. C'est ça. Même quand on Et là, fait il y a la joie aussi. même quand on fait cette recherche, qu'on tombe sur quelque chose, la conscience sait que c'est ça, et ensuite toutes les synchronicités s'ouvrent, les choses comme ça. Donc, c'est ça, je vois bien ce que tu décris, c'est un peu pareil dans cette recherche. Mais oui, si tu fais une découverte, tu as une joie mentale, hein, qui est comme la joie de l'écrivain, du chercheur ou du métaphysicien. Et le prana, euh, le prana est joyeux. Le prana, c'est une danse, c'est la joie, quoi. La substance même qui crée la cohésion des mondes, hein, toute cette information, une manière de le dire, c'est de la joie aussi. En Inde, on appelle ça l'ananda, la joie. Et il y a Satchit Ananda, conscience, existence, conscience et joie, ou béatitude, Ananda. Je trouve ce mot très joli, Ananda. Et là, il y a une joie intrinsèque à la conscience et à l'existence, et qui est la structuration même de ce monde. Et là, on touche des choses comme le prana, comme voilà. Le prana, c'est la joie. Quand tu fais un qigong, hein, il y a le qigong solaire, hein, que j'ai créé, mais le qigong, lorsque tu n'es pas juste dans l'apprentissage, hein, ou de faire tel ou tel geste. Moi, ce que j'enseigne, c'est le Qigong libre. Où, à un moment donné, tu te mets en phase avec l'énergie, et puis tu vas te mouvoir dans l'énergie. Et c'est une. Ah, tu as la banane qui vient, parce que il y a comme une exultation du corps qui se remplit d'une énergie harmonieuse, et tu jongles, tu joues avec l'énergie. Tu vas avoir les sensations de l'énergie, plus ou moins. Mais il y a une forme d'euphorie saine dans, dans ce rapport avec le prana. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Moi, ça me parle. Moi, ça me parle tout à fait, tout à fait. Et, et c'est là où on voit que quelque chose vient de la conscience. Ça peut être une manière de distinguer ça d'une pensée intrusive. Bah oui. Bah, lorsque tu es dans la conscience, s'il y a une pensée intrusive, tu la vois. C'est là, dans une certaine intensité de conscience, que tu peux faire la distinction entre la pensée intrusive et la pensée que tu crées toi-même. C'est une question de conscience, de présence d'esprit, hein, comme on dit. Hein. Moi, j'aime beaucoup ça, présence d'esprit. Je suis présent à moi-même et je vois. Hein.
et je regarde ce qui se passe en moi, je le perçois directement. Non pas je l'analyse, je gamberge dessus, je le regarde et je le vois. Et j'ai directement un sentiment ou de cohésion ou de décalage de type intrusion ou conditionnement issu de ses propres traumas ou autre, quoi. Ouais, ouais. Eh ben, écoute, Roland, je pense qu'on va arrêter là cette interview. En tout cas, merci beaucoup pour toute cette information, ces angles nouveaux qui donnent encore d'autres perspectives justement pour transcender ce système de contrôle et se reconnecter à notre nature profonde. Donc, merci beaucoup, Roland, et à très bientôt pour un nouveau podcast d'Au-delà de l'illusion. Et Merci à toi, Paul. puisque ça sera sur les deux. Entendu, entendu. Oui, eh bien, au revoir à tous. À bientôt. À bientôt.